Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport, l'émission à ne pas manquer si vous êtes un amoureux du sport local. Aujourd'hui, il y aura comme toujours des analyses, des débats et des duels endiablés. 4 chroniqueurs sont autour de cette table pour m'accompagner à présentation. On commence à ma droite, elle nous vient tout droit de Versailles, elle vient toujours avec sa bonne humeur et de la répartie. Elle est spécialiste de pole dance, notre ambassadrice de charme Hélène Delagrange vous fait le plaisir de venir une nouvelle fois sur cette émission. Je suis ravie, j'étais pas là la dernière émission, vous m'avez manqué, mais je suis de retour. Belle année 2020. Eh bien oui, pareil. Et il y a encore temps. Juste le bonheur, c'est bien. C'est déjà, voilà. Le bonheur. Ouais, la joie, ça être sera heureux. Le mot de l'année 2020 voilà, pour Hélène Delagrange. Oui, voilà, c'est déjà bien. On passe de l'autre côté, musique. C'est un petit nouveau dans l'équipe. Aujourd'hui, il fêtera sa 3e apparition. Ce passionné de Saint-Etienne est aujourd'hui titulaire. Après avoir fait quelques entrées en jeu remarquées, Stéphane Debizet sera avec nous pendant 1 heure également. Stéphane, comment allez-vous ? Très bien, tout va bien. Saint-Etienne se remet à gagner, tout va bien. Alors, on vous surnomme méchant handicapé. Oui. C'est votre surnom. Pourquoi ? Oui, parce que je suis très méchant. Très méchant. Très méchant. Si je peux faire souffrir les gens, c'est avec un véritable plaisir. D'ailleurs, j'ai pas mal de conneries en stock. D'accord, bon, on note ça, on verra ça tout au long de l'émission. Petit à petit, je vais les livrer. Continuez à regarder l'émission. Pas de souci. On passe de l'autre côté, musique qui nous vient à tout droit de Versailles et lui aussi un titulaire indiscutable de cette émission. Il arrive à nous éclairer avec ses analyses et ses anecdotes. Pierre Chevalier du Rugby Club de Versailles est avec nous. Salut Mickaël, salut à tous, formé bonheur. Bonjour Pierre, comment allez-vous ? Ça va super bien. Stéphane a l'air d'avoir en stock quelques ça promet des blagues. Des petites joutes avec des valises à blagues pleines, ça va être parfait. Ça promet. Perfecto. On termine de l'autre côté, musique, c'est une légende, l'un des piliers de cette émission. Quand on le connaît, on ne peut que l'adopter. La semaine dernière, il nous l'a promis. Il sera très sage en 2020. Jean Miss, ex-entraîneur du Rugby Club de Plaisir, est avec nous. Comment allez-vous, Jean ? Très bien. Très bien. Oui, très bien, Michael. Vous avez votre ami Stéphane à côté ? Oui. Bon, il a l'air en forme. Oui, il a l'air en forme, et puis bon, il est méchant, il a dit, donc je me méfie. Ouais, bon. Alors avant de passer au programme de l'émission, on commence par une information à cyclisme. Le coureur colombien de 23 ans, Egan Bernal, sera dans les Yvelines au mois de mars. Le vainqueur du dernier Tour de France a confirmé sa participation pour le prochain Paris-Nice et sera au départ de Plaisir. Objectif, défendre son titre acquis. L'an dernier, il a enregistré une vidéo pour ses supporters. Bonjour à tous. Je voulais vous dire que je serai présent sur le Paris-Nice 2020. Je suis impatient d'y retourner et faire une belle course pour vous. Je me prépare en ce moment spécialement pour cette course. On se voit là-bas. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une bonne nouvelle, forcément ? Pierre Chevalier. C'est au moins bien pour l'affiche. On se plaint souvent que sur certains événements sportifs, il manque des têtes d'affiche. On en parlera pour certains sports un peu plus tard dans l'émission. Et donc là, c'est bien pour se réjouir, pour l'aura et la portée médiatique du Paris-Nice, d'avoir un tout bon champion. En ce moment, c'est presque le meilleur sur toutes les grandes compétitions et notamment sur la grande boucle. Donc bien pour l'organisation, bien pour la course et bien pour les Yvelines puisque le Paris-Nice part de chez nous, donc c'est très bien. Stéphane Debizet, oui. Vous êtes un fan du Colombien ? Ah, totalement, oui, je ne vis que par lui. Depuis que j'apprends qu'il va être au départ du Paris-Nice, c'est du bonheur total. Vous n'endormez plus ? Comment ? Vous n'endormez plus ? C'est ça en fait. Qu'est-ce que vous en pensez de ce Colombien ? Il a gagné le Tour de France. Ça va faire du bien pour la ville de Plaisir. Ça va faire venir du monde, encore plus de monde, je pense. Et puis, ça va faire une pub énorme. Puis, je crois que là, il a signé pour 5 ans. C'est une étoile montante du cyclisme. Donc, non, je pense que c'est très bien pour le cyclisme. Jean ? Moi, je suis comme Stéphane. Hein. Je dis pareil. C'est très bien. Alors, il a remporté l'année dernière le Paris-Nice également, forcément. Il veut conserver son titre, Hélène ? Je pense qu'il peut. Hein. À mon avis, il a 23 suffisamment ans, démontré. Voilà, il est en début de carrière. Arrête de rire. Ça écoute rien aujourd'hui. Non, mais je pense qu'il peut. On verra ce que ça donne, mais on verra. Est-ce que vous pensez qu'il vient en repérage pour le Tour de France également, Pierre ?
c'est pas exactement le même tracé, donc je suis pas sûr. Peut-être uniquement sur la partie ambiance et sur la partie portée par les supporters français. C'est pour ça que la petite vidéo qu'il poste est assez finement vue, parce que c'est pour justement se manifester auprès du public français, se mettre déjà dans les bonnes conditions. Il arrive en gagnant, en vainqueur du Tour de France et du Paris-Nice. Donc, je pense pas que ce soit une préparation pour le Tour de France, mais en tout cas, c'est un beau message pour le public français. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de foot US. Les Templiers d'Elancourt ont repris la saison de 2e division par une défaite. Nous ferons également un coup de projecteur sur le MMA. En France, ce sport longtemps interdit devrait être légalisé dans les prochains mois dans l'Hexagone. Une bonne nouvelle pour les milliers de pratiquants yvelinois. Mais avant de développer ces thèmes, on va parler rugby. Du rugby, donc, pour commencer cette page résultat, un choc était au programme de cette 14e journée de Fédéral 3. Versailles recevait Bobigny au stade de Porchefontaine ce dimanche 26 janvier. Deux équipes au coude à coude dans la course au top 4 en fin de saison. Malmenés en début de match, les Versaillais concèdent rapidement des points et sont menés 13-0 au bout de 22 minutes de jeu. Les Bleus arrivent à revenir dans la partie avec un drop inscrit. Le score à la pause 13-3. En seconde période, Versailles pousse à la faute les joueurs de Bobigny. Les joueurs de la Cité Royale marquent un essai. Les Versaillais reviennent à hauteur après cette pénalité et marque cette nouvelle pénalité dans les dernières minutes du match. Score final à 16-13 pour Versailles. Les garçons ont eu du cœur, ils ont trouvé les solutions et avec du mouvement et de l'intensité, on a réussi à passer devant sur la fin de match. Versailles est désormais 3e avec 41 points et peut rêver plus grand. On écoute l'un des joueurs. Il s'est passé quelque chose, franchement, on savait que c'était un tournant et on est content. Si on maîtrise bien la suite de la saison, je pense qu'il y a quelque chose à jouer. Une qualification est envisageable. Bon, on n'osait pas trop en parler, mais avec ce bon bloc, il faut s'accrocher, hein, c'est pas fait, mais on y pense. Pierre Chevalier, votre analyse de cette rencontre tout d'abord, avant de parler plus globalement de la suite de la saison de Versailles. Alors c'était effectivement un tournant parce que donc ça se fait par bloc en Fédéral 3, par bloc de 3 matchs. Et là, c'était la possibilité d'une part de finir un bloc victorieux avec 3 victoires de suite et donc de vraiment définitivement bien commencer l'année 2020 et puis de se placer vraiment, de s'installer dans les 4 premières places de la poule puisque les 4 premières places sont qualificatives en plus des 8 meilleurs 5e sur tout le championnat de Fédéral 3. Donc l'analyse c'est que c'était un match compliqué, c'était un match piège. Bobigny est une très bonne équipe qui est depuis longtemps en Fédéral. Elle a été en Fédéral 1, puis 2, puis 3, mais a gardé quand même un très beau fond de jeu et vraiment des bons gabarits, là pour le coup, qui nous ont mis sur les fesses pendant toute la première mi-temps. On a mis du temps à rentrer dedans et à les contenir et à les plaquer. Et finalement, ça bascule en notre faveur, signe que la période est bonne. Sur le surf de l'année dernière, de la saison précédente, on a un groupe qui est solide. Ceux qui sont arrivés en cours de saison, en intersaison, se sont bien intégrés. Et comme dit Gabi Puech, il y a quelque chose qui s'est passé. Et en plus, on était vraiment attendus. 3-13 à la mi-temps. C'était pas fait, c'était pas gagné, et il le gagne au mental. Et là, on s'installe vraiment bien dans la course à la qualification. Ils vous ont surpris sur cette rencontre ? Ils m'ont surpris dans la capacité de réaction et d'une certaine manière d'orgueil, d'être mené sur son terrain. Il faut rappeler qu'on a perdu deux matchs à la maison contre la CBB et contre Sucy. On est allé gagner à Sucy pour compenser un petit peu ça. La CBB, on verra bien en fin de saison. Donc il fallait qu'on reste maître chez nous, maître à la maison. C'était pas un bon scénario au départ jusqu'à la mi-temps et capacité de réaction. Et ce groupe a un petit supplément d'âme qui permet de gagner ces matchs au couteau. La question sur ce thème, le club a-t-il fait le plus dur avec cette victoire ? Je rappelle que maintenant le club est 3e du championnat. Bobigny, son adversaire du jour, est 5e. Le plus dur pour la qualification. Moi, je te dis le plus dur par rapport au maintien. Moi, je dis pour le maintien. Pour le maintien. Pour la qualification, pour la suite du championnat. Pour finir dans le top 4. Oui, c'est plus dur. Oui, sévère. Oui, sévère. Hélène, première émission oui. aujourd'hui. Non, pas ça, mais oui. Jean, je vous sentais sceptique.
Non, je ne suis pas sceptique, pas du tout. Est-ce qu'ils ont fait le pas plus du dur tout, pour la c'était suite du championnat? Pour être sûr de la question. Non, je ne suis pas sceptique du tout. Simplement, on le voit fréquemment, ce genre d'équipe qui fait, ça fait déjà 3 saisons à peu près, je crois qu'ils sont ensemble, le groupe, et qu'ils ont des belles performances et qu'ils ont des résultats. Et on le voit fréquemment, ces clubs d'honneur qui montent d'honneur et qui font des grosses saisons en honneur font Oui, parce que la je plupart rappelle, du temps. ils sont promus, hein. Versailles est promu. Voilà, cette mais année. font la plupart du temps de très belles saisons en Fédéral 3 dans la foulée, parce que justement il y a cet engouement, il y a cette spirale de victoire qui fait que le groupe se fait, et comme le joueur, je ne sais pas si c'est le capitaine, mais le joueur l'a dit sur l'interview, il y a quelque chose qui s'est créé, il y a souvent quelque chose qui se crée. Là on voit par rapport au classement qu'en battant Bobigny dimanche, ils les ont mis à 8 points. Ils mettent Bobigny à 8 points, donc on peut dire qu'ils ont déjà un pied dans la qualification, dans les 4 premiers. Après c'est autre chose. Hein. Après, peut-être qu'on en reparlera un peu plus loin. Mais là, pour moi, la qualification, en battant Bobigny dimanche, ils ont mis un pied dans les 4 premiers. Et Bobigny, en étant à 8 points de Versailles, ce sera difficile de remonter, parce que ça veut dire qu'il faudrait qu'ils gagnent 2 victoires de plus que Versailles sur la fin de championnat. Donc c'est un peu plus compliqué là, et Versailles a fait une très belle opération dimanche, pour moi. Pierre Chevalier, alors pour vous, c'était le maintien. Oui, c'est-à-dire, moi je dis... Le top 4, vous ne voulez pas vous prononcer pour l'instant. On l'avait dit en début de saison, l'objectif d'un promu, et sans langue de bois, c'est toujours le maintien. Il se trouve que l'appétit venant en mangeant, et sur la dynamique que citait Jean, la dynamique de groupe, on peut maintenant entrevoir beaucoup mieux, et notamment une qualification. On a fait le plus dur sur le maintien, ça c'est quasiment acquis. Il faudra quand même un énorme coup de Trafalgar, plusieurs coups de Trafalgar pour que ça n'arrive pas. Mais sur la partie qualification, 3e sur 4, les 4 premiers sont pris, voire les 8 meilleurs 5e sur le reste du championnat. Donc là aussi, il y a il y a la place. Il y a une bonne place qui a été prise et qui sera maintenue et qui sera bataillée. Stéphane, allez-y, Jean. Il faut veiller à ne pas faire signer le chinois, mais sinon. Pas de coronavirus. Voilà, pas de chinois dans l'équipe, et puis c'est bon après. Pas de virus. Stéphane de Bizet. Moi, je n'ai pas le courage de les contredire. Ils ont totalement raison. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour maintenir l'équipe sous pression, à votre avis? Parce que comme le disait Pierre, justement... Apparemment, ils ont le mental pour redresser la situation. Mener 13-0, gagner 16-13, il faut en avoir dans la tête. Ça veut dire qu'ils ont la capacité de jouer un cran au-dessus. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Jean? On le sait, la différence de niveau entre l'honneur et la Fédérale 3, les hauts de tableau d'honneur ont le niveau Fédéral 3. Donc la différence n'est pas énorme. Et moi ça ne me surprend absolument pas, la saison de Versailles, parce que, comme je le dis, souvent les clubs qui font des grosses saisons en honneur réussissent les saisons en Fédéral 3. Après, sous pression... Je ne pense pas qu'ils soient sous pression, parce que je pense qu'ils sont plutôt dans une spirale positive, et le groupe est fait, le groupe vit bien. Ça se voit, parce que lorsque on perd 13-3 à la maison, à la mi-temps, face à une équipe avec laquelle on se bat pour la qualification, et revenir et passer devant et gagner ce match, ça veut dire que le groupe y est là, qu'il n'y a pas de pression, justement. C'est encore mieux, parce que je pense que s'ils se mettent la pression, c'est là où ils vont commencer à bégayer, et c'est là où ils vont commencer à jouer, à ne plus jouer leur jeu de solidarité qui, à mon avis, est le leur actuellement. Est-ce qu'on les attendait là déjà en début de saison? Oh, mais oui. Posez la question à Pierre. Est-ce qu'on les attendait Sûrement là? pas. Non. Donc pour l'instant, tout est bonus. Tout est bonus, oui, tout est bonus. Quand on avait parlé d'eux, on avait juste visé le maintien et on ne s'était pas prononcé. Moi, j'avais dit qu'ils se qualifieraient. Peut-être, je me On souviens. sortira Les bandes. Ah ouais, les liens. Mais je pense Les que liens, on l'avait dit, s'ils gardent vraiment la cohésion comme ils l'ont, l'énergie comme ils l'ont, ils se connaissent suffisamment, les techniques, ils savent, et c'est ça qui va les mener à performer plus et à avancer. Maintenant, ils ont déjà prouvé là, la remontée, on n'attendait presque pas une remontée comme ça. D'un autre club, on ne l'aurait pas forcément entendu, mais d'eux, de leur entente et de leur jeu ensemble... ça a été possible, donc ils peuvent. Il n'y a pas forcément besoin de les maintenir sous pression. Il reste 8 journées. Là, il y a une petite trêve jusqu'au 16 février, pendant les matchs du tournoi destination. Il y a
il y a suffisamment d'enjeux, ils se sont fixés suffisamment d'enjeux, eux, pour bien figurer maintenant qu'on connaît le potentiel réel de ce groupe et que la Maillot a pris, ils se montent en gros, ils se montent la pression entre eux, mais une pression positive, une pression collective qui leur donne envie d'aller plus loin. Et on n'a pas soufflé quoi que ce soit à Gabi pour dire que désormais la qualif c'est l'objectif. Et maintenant on est tous groupés derrière. Hélène, l'équipe de Versailles maintenant est 3e. Est-ce que ça peut jouer également sur la suite du championnat, c'est-à-dire que l'équipe sera plus attendue. Pour l'instant, l'équipe était considérée comme un promu. Maintenant, c'est peut-être considéré l'équipe est considérée comme l'une des meilleures peut-être de la poule. Que tout le monde est derrière. L'équipe à battre finalement. Oui, et puis tout le monde est derrière, les supporters et ceux qui ont envie de les porter, donc sont derrière à attendre que ça continue et que ça même plus que ça se maintienne, maintenant que ça monte. Et je pense que les équipes adverses qui sont au-dessus et qui vont rencontrer doivent se poser quand même quelques questions et vont être obligés de faire un peu attention. Tout le monde voudra les battre. De toute façon, tout le monde veut toujours battre tout le monde. Hein. Surtout ceux qui montent d'un coup, on se dit, ceux-là, voilà. Jean, ça peut jouer, à votre avis ? Ça peut jouer. Je ne pense pas que Versailles est l'équipe qui a été prise à la légère depuis le début de la saison. Hein. Ils savaient pertinemment, les clubs, je vous le dis, le niveau là, Versailles, on savait pertinemment que Versailles avait largement le niveau fédéral 3 et les clubs, c'est pas inattendu quoi. La position de Versailles me surprend pas, moi, pas du tout. Pas plus que ça. Non. Fierté aussi, c'est que dans notre projet global, on a fait ce qu'on avait dit, c'est-à-dire qu'il y a une bonne douzaine de juniors montant de l'année dernière et de l'année d'avant, qui sont dans les deux groupes seniors, dans les groupes senior 2, senior 1. Donc ça, c'est aussi un clin d'œil à la formation versaillaise, avec tous les encadrants qui font du bon boulot dans toutes les catégories jeunes de l'école de rugby jusqu'en senior pour accompagner justement nos joueurs formés au club en première. Dernière question sur Versailles. Votre pronostic pour la fin de la saison ? Stéphane de Bizet, ils vont aller jusqu'où ? Le plus dur, c'est de confirmer. Ça va être ça pour eux. Donc je ne sais pas. Il faut voir la suite. Jean, ce que ça va qualification donner. sur... Alors, après, qualification, oui. Pour moi, je l'ai dit en début de saison. Pour moi, qualification, oui. Après, si on veut parler d'un exploit, parce que là, ce serait quand même un bel exploit, c'est-à-dire la montée en Fédéral 2, là, c'est une autre paire de manches, mais parce qu'il y a quand même la CBB sur la route, puisque c'est par secteur, et si ça n'a pas changé, il n'y en a qu'un qui va monter dans ce secteur-là. Il faut se qualifier pour les 8e. C'est-à-dire qu'il faut que tu passes les allers-retours 32e, allers-retours 16e. Ouais, sauf que jusqu'au 8e, c'est par secteur. Donc c'est la poule 1 contre la poule 2. Donc il va falloir passer, indéniablement, il faut passer la CBB, qui fait figure quand même d'épouvantail et de gros favoris avec un vaincu depuis le début de la saison. Donc, mais après, l'avantage ou le désavantage. Le pronostic, pour moi, ils ne monteront pas cette année, mais ils se qualifieront. Pierre ? Qualif, tomber en 32e. Moi, je dis tout comme Jean, parce que je n'ai pas trop de pronostics, mais je rejoins ce que tu dis. À mon avis, la montée, ça risque d'être un peu dur. On continue. Jusqu'au bout, ça va jouer. Jusqu'au bout. Ça sera le mot de la fin sur cette thématique. Et qui nous fasse mentir. Alors, on continue par du foot US. Les Templiers d'Élancourt ont repris la compétition ce samedi 18 janvier. Les Élancourtois accueillaient au complexe sportif Europe les Léopards de Rouen. L'occasion pour les joueurs yvelinois de montrer les muscles et le potentiel de l'équipe dans cette deuxième division. Comme tout championnat, bien débuté, quoi. Mais dans un bon rythme, dans une bonne dynamique pour bien débuter la saison, quoi. C'est important de bien commencer, donc voilà, commencer par une victoire, ce serait bien pour la suite des événements, on va dire. Mais le match ne tourne pas en faveur des Élancourtois. Les joueurs locaux sont dominés et perdent la partie sur le score de 22-9. L'objectif de monter en fin de saison n'est pas encore remis en question, mais les joueurs devront trouver rapidement des automatismes pour emporter des victoires. Il y a un mélange d'anciens et de juniors qui sont issus des sections jeunes, qui viennent épauler qui font leur première saison en senior. Donc ça change un peu, donc voilà, il faudra un temps d'adaptation. Et voilà, quoi, il faut qu'après, je pense que quand ils auront pris leur marque, ils pourront bien apporter à l'équipe, quoi.
Alors je vous rappelle l'historique des Templiers. Les joueurs évoluent en 2e division depuis 4 ans et ont toujours un espoir de monter en fin de saison. À chaque fois, ils échouent lors des playoffs. L'année dernière, l'un des joueurs, Alexander Tsassong, avait annoncé avant le début de la saison une montée et une victoire 50-0 contre l'équipe qui les avait battus en play-off finalement. Alors, il avait gagné de justesse sur le premier match, mais ils avaient perdu en play-off contre ces gladiateurs de la Cambrie. La question sur ce thème, les Templiers sont-ils repartis pour une saison galère? Oui ou non? Oui. Vous voulez pas défendre les Templiers, Hélène? Ça, c'est que j'ai pas envie de penser, j'ai pas envie de dire qu'ils sont partis pour une saison galère, mais ça part pas très bien, il y a des mouvements dans l'équipe, ça m'a pas l'air très bien engagé. Jean? Oui, ça fait plusieurs fois qu'il y a le thème des Templiers. Et c'est vrai C'est la première fois cette saison. Oui, mais plusieurs fois dans l'émission, on en a déjà parlé. Deuxième fois, pardon. On en a déjà parlé. Michael, nous en avons déjà parlé des Templiers. Donc, non, malheureusement, après, l'histoire ne se répète pas, j'espère pour eux. Mais malheureusement, ils ont du mal depuis quelques saisons. Et je ne suis pas sûr qu'ils se mettent vraiment les ingrédients pour atteindre leur objectif. On voit beaucoup d'espérance dans ce groupe et puis on voit peu de résultats, avec vraiment des résultats qui sont chaotiques. Ils arrivent quand même à aller en play-off. Oui, mais je pense, je ne veux pas être méchant, mais il n'y a pas énormément d'équipes et je pense qu'aller en play-off n'est pas... on parlait du rugby juste avant, sur une poule de 12, il n'y en a que 4 qui font les phases finales. 4 sur 12. Je ne suis pas sûr qu'au football américain, le rapport, la proportion soit la même. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'équipes par rapport au nombre qui font les playoffs pour continuer la saison. Donc aller en playoff, pour moi, je ne suis pas un spécialiste du football américain, mais aller en playoff, pour moi, n'est pas une reconnaissance vraiment de gros résultats sur la saison. Et moi, je leur souhaite beaucoup de bien, mais c'est vrai que force de le constater qu'ils ont du mal depuis pas mal de saisons, depuis que Anderson est parti. Frédéric Anderson, qui était chroniqueur dans cette émission, qui est parti au Japon pour entraîner l'équipe de handball. Stéphane Debizet, qu'est-ce que vous en pensez? Ils commencent saison mal. Galère pour vous? Oui, je pense qu'ils sont partis pour une saison galère. Puis comme disait ce sportif, il n'y a pas de mayonnaise entre les anciens et les jeunes qui arrivent. Donc, pas encore. Tant qu'il n'y aura pas quelque chose de dur, je pense qu'ils vont être dans le mou. C'est pertinent. Pierre Chevalier. Il a dû se passer quelque chose. À vous d'enchaîner. Il a dû se passer quelque chose justement pour ramollir un petit peu le tout, notamment avec des départs et puis des retraits, on va dire, des retraits du président. Oui, Jean-Jacques Agostino, un président historique du club, a quitté ses fonctions. Qu'on voyait souvent ici. C'est quand même étonnant. Donc, c'est la deuxième fois qu'on en parle de cette saison. Et on en parle chaque saison, et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est le faux départ sur lequel l'année dernière, ils avaient gagné de justesse l'année dernière, leur premier match. Oui. Mais après une pause de décor qui était déjà un petit peu plus ambitieuse, au moins dans les paroles. Mais donc, il a dû se passer quelque chose, et ils sont tellement dans une phase de reconstruction que pour l'instant je les vois pas encore au bout du tunnel. Mais en travaillant et en intégrant les jeunes pousses, en faisant en sorte que les uns et les autres jouent ensemble. Je suis d'accord avec Jean, c'est a priori le fait de se qualifier pour les playoffs n'est pas forcément un exploit dans le championnat français, mais c'est tout ce qu'on leur souhaite, et de pouvoir retrouver leur rang, à condition de, comme on l'évoquait il y a 2 ans, de commencer par l'humilité et puis derrière, step by step, de remonter en première division. Les Templiers d'Elancourt sont en phase de transition, peut-être, Hélène? C'est une année de transition. On espère, mais il va falloir vite faire connaissance, vite que la mayonnaise prenne, vite qu'ils sachent jouer ensemble et trouver des actions ensemble, parce que c'est cette année qu'il faut faire quelque chose, et pas que ça rebouge l'année prochaine. Si ça rebouge tous les ans, que l'équipe est reconstruite, déconstruite, reconstruite, du nouveau, de l'ancien, ils seront toujours sur cette phase de on aimerait faire des choses mais on n'y arrive pas, voilà. Et c'est décevant pour eux. Après, ils ont un autre problème également, ce sont les jeunes qui partent généralement très tôt
des Templiers d'Elancourt. Ils les forment et ils partent ensuite aux États-Unis ou au Canada pour pratiquer leur passion. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait peut-être un petit peu les retenir, Jean? Oui, mais ça c'est des joueurs le propre. En équipe de France, par exemple. Voilà, mais c'est le problème de tous les clubs qui forment les joueurs et qui voudraient bien les retenir. Mais est-ce que le club a les moyens de retenir ces sportifs? Et on a tendance à dire, moi qui suis entraîneur, il faut quand même favoriser le haut niveau aux jeunes. Donc les laisser évoluer aux Templiers, sans surtout les dénigrer, mais c'est peut-être pour leur avenir sportif, il vaut mieux quand même qu'ils aillent s'aguerrir au Canada, aux États-Unis, quitte après, pourquoi pas, à revenir à apporter au club ce que le club leur a donné. Parce que ça se fait beaucoup dans d'autres disciplines. Et c'est peut-être aussi ce qui leur manque actuellement pour pouvoir franchir peut-être cette marche. C'est justement des joueurs qui sont d'un haut niveau, quoi. Au moins un ou deux à des postes clés. Alors que là, ils font, d'après ce que disait le directeur sportif qu'on a écouté, il y a beaucoup d'intégration de jeunes, de juniors, et donc il faut le temps que ça prenne, et si en plus, dès qu'ils sont formés, les meilleurs s'en vont, c'est compliqué de garder un groupe homogène et performant sans, mettons, une star en quarterback, pour ne dire que ça, quoi. Voilà. Pierre Chevalier. Je pense qu'il y a un paramètre qui diffère par rapport à d'autres sports, et notamment à la difficulté de retenir les jeunes pousses, c'est propre au sport américain. Donc principalement le football américain et le baseball, par exemple, qui sont très spécifiques de l'Amérique du Nord et du Canada. Et il n'y a guère que là où justement les jeunes peuvent s'aguerrir, aller se frotter aux meilleurs, se former, éventuellement revenir après. Mais il y a une telle différence de niveau entre les États-Unis, le Canada et l'Europe pour le foot US et le baseball, qu'on ne peut pas blâmer les jeunes d'aller vouloir se former là où c'est le mieux. On n'a pas trop ce cas en baseball également. Ouais, aussi. Je pensais au hockey aussi, au hockey sur glace notamment, où là il y a un petit peu aussi en Russie et dans les pays de l'Est. Mais on n'a pas ce cas en rugby où la Nouvelle-Zélande la Nouvelle-Zélande et l'Australie fait office vraiment d'Eldorado, mais on a un niveau quand même relativement élevé en football, rugby en Europe et en France pour pouvoir garder nos meilleurs jeunes. Après, sur le football américain et sur le baseball, c'est plus difficile parce que le niveau est un niveau vraiment inférieur par rapport aux États-Unis. C'est des sports moins représentés ici, donc ça bouge moins. Il n'y a pas l'émulation comme aux États-Unis. Et je pense que les jeunes qui performent, qui apprennent et qui ont envie de jouer, ils ont envie de connaître le gros match, l'ambiance, et côtoyer les grands joueurs. Et c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment ici. Les Templiers d'Elancourt joueront leur deuxième match de la saison le samedi 1er février contre les Myrmidons de Savigny-le-Temple, toujours à domicile, une équipe qui a remporté son premier match de la saison contre Nantes. On passe maintenant notre page coup de projecteur. Une bonne nouvelle pour le golf national de Saint-Quentin en Yvelines. L'Open de France sera bien organisé dans les Yvelines du 2 au 5 juillet. Un temps pressenti pour être déplacé dans le sud de la France sur le golfe de Terre-Blanche dans le Var. Les organisateurs de l'European Tour ont finalement décidé de confirmer le site yvelinois. Jean Loucharon, le président de la Fédération française de golf, s'est félicité de cette décision chez nos confrères de l'équipe. La dotation de l'événement ne devrait pas dépasser les 2 millions d'euros. L'Open de France est organisé à Saint-Quentin en Yvelines sans interruption depuis 2002 et devrait le rester au minimum jusqu'en 2023. La question sur ce thème, une bonne nouvelle ou pas pour les Yvelines? Oui. Pas de débat aujourd'hui. Jean, vous avez été une nouvelle fois le premier à dégainer. Allez-y. Toujours. Bah oui, c'est bien pour les Yvelines, ça c'est sûr, puisque c'est à Guyancourt, au golf national, qui est quand même, on dit que les Yvelines est une terre de vélo, mais elle l'est aussi de golf à travers ce magnifique complexe qu'est le golf national de Guyancourt. Et il y a une vingtaine de golfs également dans les Yvelines. Ah, il y en a un paquet, mais il est particulièrement joli celui-là quand même. Hein. Il est quand même très joli et très, très technique, donc c'est très très bien pour les Yvelines. Et puis je pense aussi qu'ils ont pris la décision de le maintenir ici parce que je pense qu'il n'y a qu'ici où ça fera vraiment beaucoup de spectateurs. Et je crois que c'est ce qui les a un petit peu effrayés, le fait de le déplacer. Parce que c'est le côté habituel, le côté rendez-vous pour beaucoup de gens.
Et le côté aussi pratique d'accès et voilà, l'habitude. Après, bon, ce qui est à déplorer, c'est malheureusement qu'on risque de ne pas avoir un gros plateau par rapport aux récompenses, quoi. C'est ce qui va faire le petit bémol, quoi. Justement, vous me faites la transition, Jean. Est-ce que c'est pas finalement un cadeau empoisonné, Pierre Chevalier? C'est le meilleur compromis. En tout cas, pas on va dire, super cadeau. C'est le meilleur compromis d'avoir pu ou d'avoir su le déplacer en juillet. On a vu les dégâts que ça pouvait faire sur l'affluence de le déplacer en octobre, comme en 2019. On a vu à l'inverse à quel point c'était dopant, si je peux m'exprimer ainsi, en 2018. Pour l'Open de France, puis évidemment pour la Ryder Cup qui s'est jouée sur le même parcours en septembre 2018. Donc c'est le meilleur compromis. Oui, il y a un tournoi international sur le circuit américain, sur le World Golf Championship, en même temps au St. Jude Invitational, donc qui va truster tous les meilleurs. Une dotation, je crois, de 10 11 millions de dollars. C'est pharaonique et ça veut dire que tous les meilleurs Américains et européens seront là-bas, du Tour européen seront là-bas. Donc c'est le meilleur compromis, la poire en deux. On a théoriquement des bonnes conditions climatiques, on a de quoi faire une belle édition. On aura des Français, rassurez-nous. Oui, il y aura des Français, c'est sûr. Peut-être pas les meilleurs du moment, comme un Victor Pérez qui sera sûrement peut-être lui sur le circuit américain. Un Victor Dubuisson, comme on l'a vu. Mais un Victor Dubuisson, Alexander Lévy, Romain Langasque seront là, à n'en pas douter. Donc ça va faire une belle édition, c'est du bon réceptif, c'est bien pour le golf, c'est bien pour les Yvelines, c'est bien pour la Fédération française de golf, c'est bien pour les licenciés aussi. Comme le disait Jean, c'est en Ile-de-France qu'il y a le plus de licenciés en France de golf. Et tout ce petit monde a bien œuvré et a financé d'une certaine manière aussi tous les travaux et tous les embellissements du golf national, notamment pour recevoir la Ryder Cup. Donc c'est très bien que pour 3 ans encore, au moins, l'Open, le plus vieil Open de l'Europe continentale soit organisé sur le golf national. Stéphane Debizet, vous qui êtes un amateur de golf également. Totalement, j'adore ce sport. On est sur une vraie bonne nouvelle. Fallait que je la place. Vraie bonne nouvelle. Voilà, c'est ça. Et sinon, je suis d'accord. Alors certains voulaient peut-être abandonner cette formule de l'Open de France, une formule un peu classique, pour créer un super tournoi, un tournoi qui réunirait les meilleurs avec une grosse dotation. Est-ce que ça serait éventuellement la solution pour combiner le golf national, le meilleur golf de France, avec les meilleurs joueurs? Oui, probablement. Vous êtes d'accord? Moi, je suis d'accord. Jean? Ouais, mais est-ce qu'il ne faudrait pas abandonner l'Open de France pour créer ce super tournoi? Oui, mais ça voudrait dire qu'on va retomber dans une autre date. C'est-à-dire qu'il va falloir retrouver une autre date, parce qu'on ne peut pas la maintenir là. Parce que Pierre vient d'expliquer que... Pour l'instant, ce sont des rumeurs. Au même moment, il y a un super tournoi avec 11 millions de dollars à la clé. Donc ça voudrait dire que si on fait ça, on supprime l'Open de France et qu'on crée une nouvelle compétition, trouver une autre date... Alors, je préfère avoir le choix dans la date. Moi, je préfère avoir le choix dans la date parce que c'est vrai que là, la fédération était mécontente de la date de l'an dernier en octobre. On la remet au mois de juillet. Là, ça veut dire qu'on refait encore machine arrière. Là, pour moi, ça manquerait un petit peu de sérieux. Je crois qu'il faut le maintenir en espérant que ça reprenne ses marques et que ça redevienne une belle compétition et que ça rattire du monde. Moi, je pense qu'il faut insister pour que le monde revienne et non pas la supprimer, non pas faire machine arrière, pour ma part. Ça dépend ce qu'on vise. Est-ce que c'est une affiche pour le golf français ou le golf européen, ou est-ce que c'est une affiche pour le golf international? Il y a 4 ans, il y avait encore des qualifications pour l'Open, c'est-à-dire tous les golfeurs, même amateurs, pouvaient tenter de se qualifier pour l'Open de France. Donc c'était vraiment l'Open national et qui permettait de drainer le golf professionnel et le golf amateur, notamment en France. Il est vrai que depuis, il y a un certain nombre de dates et de tournois internationaux, et notamment américains, PGA, qui se sont mis en face. Il y a une forte concurrence désormais. On a aussi, en plus, le problème du sponsor titre qui devrait être le même que l'année dernière, donc Amundi.
Depuis le retrait Justement, est-ce que c'est pas là le problème? Est-ce que c'est pas ça là le problème? Est-ce que le sponsor ne doit pas être plus fort finalement? C'est la boucle est bouclée. C'est que le problème, c'est qu'on a une date qui fluctue. Derrière, on a aussi des gros tournois en face. Et donc, pour l'instant, la fédération peine à trouver un sponsor qui s'installe, qui mette suffisamment sur la table pour pouvoir s'installer ne serait-ce que sur les 3 années à venir. Mais ça dépend évidemment de la date, du plateau, et ça dépend en gros du parterre médiatique que pourrait avoir ce sponsor pour pouvoir durer. Hélène, nouveau sponsor, sinon l'Open de France va être en déclin. Il faut une nouvelle dotation. Moi, je pense qu'il faut soit un nouveau sponsor, soit des moyens beaucoup plus importants. Et en effet, arrêter de fluctuer avec la date et arriver à gérer ça avec le calendrier international du golf. Parce que si on n'a pas les têtes d'affiche et si on n'a pas une dotation assez importante, c'est un tournoi qui ne restera pas forcément ad vitam aeternam. Un mot de boxe. Maintenant, la carrière de Tony Yoka pourrait prendre un nouvel élan. L'Illinois de 27 ans devrait signer officiellement dans les prochains jours avec Bob Arum. Le promoteur américain est à la tête de la société Top Rank, une entreprise qui travaille avec les plus grands boxeurs de la planète, et notamment un certain Tyson Fury. Ce partenariat Yoka-Arum devrait ouvrir aux boxeurs de Chanteloup-les-Vignes les portes des combats aux États-Unis d'un possible championnat du monde. Le bilan de Yoka chez les professionnels est actuellement de 7 victoires en 7 combats. La question sur ce thème, fait-il le bon choix? Oui, pas de débat aujourd'hui, pas de duel. Donc il fait le bon choix. Jean. On va dire oui, parce que dans ce monde, le monde de la boxe, s'il n'a pas un sponsor puissant, si on ne le pousse pas à monter, c'est avec ça qu'il pourra prétendre à aller chercher un éventuel titre mondial. Sans ça, il ne pourra pas. Il restera, je dirais pas dans l'ombre, mais presque. C'est les promoteurs, c'est l'argent, c'est lui proposer des combats autres, à mon avis, parce que, bon, je ne suis pas un grand spécialiste de la boxe, mais j'aime bien regarder la boxe et je m'y connais un petit peu. Il n'a pas eu, pour l'instant, sur ses 7 premiers combats, énormément de gros adversaires, quand même. Il a quand même fait 7 combats pour 6 KO, quand même. Oui, non, mais je suis d'accord. Ouais, mais si c'est contre le boucher du coin et le forain de la fête à Neuneu, bon, honnêtement, au niveau de la boxe, il n'a pas rencontré vraiment pour moi de réels adversaires, de vrais grands boxeurs. Donc pour l'instant, c'est un début. 7, c'est rien du tout dans le milieu professionnel. Mais c'est pour moi, puisque la question c'était est-ce qu'il a fait le bon choix? Oui, parce que c'est un passage obligatoire pour pouvoir grandir dans ce milieu-là. Voilà. Stéphane Demizet. Je suis d'accord avec Jean. C'est un bon moyen pour passer une étape, pour viser plus haut. De toute façon, il s'est fait remarquer, c'est ce qu'il faut, et maintenant il faut qu'il avance et en effet qu'il rencontre des adversaires plus forts en règle générale et aussi plus forts que lui pour qu'il y ait de la progression. Est-ce que c'est pas trop tôt finalement, Stéphane? Non, c'est jamais trop tôt. Après, là, s'il s'en sent capable, qu'il y aille, et puis voilà. Il a 27 ans. Il n'est pas encore au zénith de sa carrière. Mais bon, puisqu'il veut tenter, qu'il y aille. De toute façon, c'est maintenant. Voilà. Pierre Chevalier. Il ne faut pas oublier qu'il est né à l'échelle olympique, à l'échelle mondiale. Donc il a remporté la médaille d'or au JO de Rio en 2016. Et donc voilà, il est né médiatiquement notamment et sportivement. Bon, évidemment, ça faisait un certain nombre d'années qu'il était sur les rings. Mais on a entendu parler de Tony Yoka sur la scène internationale et donc sur une victoire et une médaille olympique. Mais est-ce qu'on n'en a pas plus parlé en France finalement qu'à l'international? Ah bah si, fierté oblige, évidemment, chauvinisme et fierté oblige. C'est comme ça aussi qu'on a appris qu'il existait et qu'il était performant, avec sa compagne de l'époque aussi en même temps. Et là, c'est justement cette capacité à gérer
la transition et le passage vers le monde professionnel qu'il a déjà enclenché depuis quelques temps. Mais c'est comme dans tous les sports, il va falloir qu'il aille se frotter au plus haut et donc en gros sur des combats à l'échelle mondiale et tomber sur un promoteur et sur un sponsor qui lui permettent de passer plus vite ces étapes-là. À 27 ans, c'est pas encore forcément l'apogée pour un boxeur, mais il est dans le rythme. Donc il faut. 27 ans, c'est jeune, je suis d'accord, mais c'est pas demain non plus. Il est numéro 3 français actuellement et 43e mondial. Voilà, c'est pas non plus un top boxeur. C'est pour ça que je disais, c'est pas demain qu'on va lui proposer une possibilité d'aller chercher un titre mondial. Donc il va falloir le temps quand même encore. Quelques années, ça va se jouer à quelques années. Donc plus on attend, plus on va retarder. Un boxeur fait entre 2, 3 ou 4 combats par an. Et voilà, donc je dis encore pour quelques années, je pense que pas avant sa trentaine, on lui proposera une éventuelle possibilité d'être champion. Et vous n'avez pas peur que le promoteur justement lui propose un gros combat très rapidement, trop vite, contre un cador de discipline. Parce qu'on sait très bien qu'en boxe, il faut plusieurs années, voire jamais. Voilà, des fois c'est impossible de rattraper le retard qu'on a pris avec une seule défaite. Là on ne peut pas répondre pour le promoteur. Tout dépend le motif pour lequel il se rapproche de Tony Yoka. Si c'est pour en faire un champion et le suivre pour arriver à ce qu'il arrive au titre suprême, ou alors est-ce qu'il le prend par rapport à la médiatisation et pour faire un gros coup, justement, et là où il ne serait pas favori, à le mettre contre quelqu'un, un grand boxeur. Par exemple, un Anthony Joshua, qui boxe dans sa catégorie. Et là, par contre, c'est pas la même et c'est pas le bon choix. Là. Parce que lui, par contre, ça, pour moi, ça fuserait sa carrière. Hein. Parce qu'il gère quand même des carrières semblables à celles de Tony Yoka, comme par exemple avec Tyson Fury, qui est un adversaire potentiel pour Tony Yoka. Justement, donc on ne sait pas, il n'y a que le promoteur qui peut répondre à ça. On ne sait pas le motif pour lequel il s'est rapproché de lui. De toute façon, on saura rapidement. On saura dès le premier combat. Je rappelle que rien n'est encore officiel pour l'instant. Voilà. C'est des oui-dire. Des oui-dire, exactement. Alors on va passer maintenant à notre page débat. Sport de combat à présent, la ministre des Sports a annoncé qu'elle souhaitait légaliser la pratique des arts martiaux mixtes en France, pourtant longtemps décriée et interdite. Il y aurait plusieurs centaines de pratiquants dans les Yvelines et notamment à Maurepas au SDCL Center. Le MMA sera rattaché à la Fédération française de boxe. On écoute justement la réaction du gérant du SDCL Center. Le choix qui a été donné, c'est la boxe anglaise. C'était pas celle qui était donnée gagnante du tout. Dans les différents sondages, en fait, elle arrivait très loin. Maintenant, c'est un choix et tant mieux parce qu'il fallait que ça soit à un moment donné délibéré. Il fallait légiférer sur ça. La boxe anglaise, c'est une fédé qui marche depuis très longtemps, qui est habituée à organiser des galas professionnels un peu partout dans le monde. Si réellement les moyens sont mis derrière pour développer le MMA et toute la partie éducative, parce que le combat c'est bien, mais c'est toute la partie éducative, c'est comment encadrer les enfants correctement dans les salles. Si les moyens sont mis par la Fédé pour ça, c'est génial. Dans tous les cas, c'est un grand pas pour le MMA. La question est simple, pour ou contre la légalisation du MMA en France ? On va peut-être avoir un duel, on fait un petit duel entre Stéphane et Pierre. Stéphane ? D'abord Pierre. Je suis partagé parce que c'est une discipline, premièrement, que je connais peu, qu'à travers d'ailleurs un ancien Versaillais qui est parti en Asie se frotter justement d'abord à la boxe thaï puis après au MMA. Donc peut-être qu'on le verra à terme, mais partagé sur la maturité de ce sport pour venir en France. Et celui qu'on entendait juste avant parler de la formation et des enfants et de l'encadrement. Et j'aimais juste ce doute-là en termes de médiatisation. Il n'y a pas de problème, c'est connu outre les pratiquants et leurs familles. C'est une discipline qu'on voit indirectement parce qu'elle existe dans d'autres pays. Pour la France, c'est peut-être prématuré ou c'est peut-être un peu trop tôt, pas encore suffisamment préparé par rapport à la boxe ou à d'autres sports de combat qui ont pignon sur rue désormais en France.
Voilà, c'est le doute que j'émets sur la capacité à organiser correctement les combats, former correctement les jeunes et encadrer cette pratique qui, quoi qu'on dise, est quand même particulière par rapport à d'autres sports de combat comme la boxe ou la boxe thaï, pour ne citer que cela. Stéphane, c'est Moi, à vous. Je pense que s'ils se sont lancés là-dedans, c'est que c'est mûrement réfléchi. Ils ont dû peser le pour et le contre. Ça va faire venir beaucoup de licenciés. Et pourquoi pas faire à ce que ça passe des... Comment dire ça ça grandisse. Il faut un point de départ et là, c'est l'occasion jamais. Et je pense qu'ils ont quand même mûrement réfléchi à ça. Hélène, qui vous a convaincu? Vous étiez plus de l'avis de Stéphane. En fait, je rejoins les deux. Après, je pense qu'il faut, comme disait Stéphane, il faut commencer, c'est sûr. Pour moi, la vraie question, c'est la question d'encadrer bien avec les entraîneurs, enfin les coachs, l'âge des participants, les combats, tout ça. C'est vraiment une discipline particulière. Vous pensez que c'est peut-être un petit peu trop flou pour l'instant? J'espère qu'ils ont vraiment bien cadré les choses et qu'ils vont servir, ils vont servir un peu de toutes les situations rencontrées, peut-être de ce qui se passe à l'étranger, etc., pour en faire quelque chose de bien cadré. Sinon, j'ai peur qu'il y ait un peu de débordement, que ce soit un petit peu... les accidents sont vite arrivés, c'est un mélange de disciplines. Vraiment, on ne parle pas que de la boxe, donc Ils paraissent même surpris, en fait. Celui qui était interviewé et celui que vous aviez, Soumaré aussi, qui était sur Aruna Soumaré, en fait. Aruna Soumaré qu'on voit justement à l'écran. Aruna Soumaré était le premier vainqueur d'un combat MMA en France. C'était en 2015. Il a remporté un combat parce qu'il y a eu un petit vide juridique. Ils avaient déposé le dossier au mois d'août. Le dossier n'a pas été examiné par les instances, faute de personnes, et du coup ils ont pu faire un combat au mois de septembre. Parce que si la manifestation n'est pas interdite dans les 2 semaines, je crois qu'il y a une histoire de délai, on peut organiser un combat, et Aruna était le premier vainqueur d'un combat MMA en France, officiellement. C'est QFD, c'est-à-dire qu'il faut encadrer cette pratique. Là, il y a eu ce vide-là qui a permis d'organiser et de tenir ce combat. Mais c'est arrivé qu'une seule fois en France. En plus, voilà. Et ils m'ont paru même surpris que ce sujet puisse venir assez vite. Ça, alors, le ministère des Sports s'en est chargé assez vite, c'est une sorte de mise sous tutelle de la Fédération française de boxe. Mais voilà, ça sent pas très préparé. Donc est-ce que c'est trop tôt? Je suis d'accord sur la partie lancer et préparer, et donner la chance d'eux, mais est-ce que c'est pas là actuellement un peu trop précipité? Il faut toujours un point de départ. Il faut se lancer tôt ou tard. Là, il y a des clubs, mais je veux dire, les participants, les licenciés peuvent... Oui, mais à partir de quel âge? Moi, c'est cette question aussi. Il y a 50 000 pratiquants en France. Ouais. Et pour l'âge, on peut le faire dès l'adolescence. Oui, c'est ça. Après, il faut vraiment tout cadrer, voir les niveaux. Peut-être qu'il y a des niveaux à mettre en place, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que ça va permettre à ce sport de se développer encore plus, cette légalisation, Jean? Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a un petit problème il y a un petit problème. Il y a surtout une histoire de gros sous là-dessous, comme si. Parce que la fédération de boxe, parce qu'initialement, on voulait plus que ça aille vers le kickboxing, vers la fédération de kickboxing. C'est le ministère du sport qui a décidé que ça serait rattaché à la boxe anglaise. Mais parce qu'il y a plus de licenciés, il faut le rappeler. Alors, il y a plus de licenciés, mais il y a aussi une histoire d'investissement et une histoire d'argent. C'est-à-dire que là, l'organisation de combat va rapporter énormément d'argent parce que c'est quand même une discipline qui est attendue, mine de rien, depuis très longtemps en France. C'est l'un des seuls pays, la France, à avoir longtemps interdit les MMA. À boycotter. À la télévision, je ne parle pas en termes de pratique. Oui, mais... Et donc c'est très attendu, et je crois que là, au niveau international, ils ont vraiment... C'est pour ça que c'est allé assez vite, parce qu'il y a quand même là-dessous... des gros intérêts financiers, et je pense que justement, je rejoins Pierre lorsqu'il disait que à vouloir aller trop vite on risque de faire n'importe quoi. Donc attention, parce qu'il faut que ce soit bien encadré. C'est quand même un sport qui est quand même un sport à risque. Pierre?
Pas mieux. Alors, Yann Lamotte, pendant l'interview qu'on a vu précédemment, disait que la Fédération française de boxe n'était pas forcément le choix principal. Pour Non, vous, c'est ça, est-ce que pour vous seriez parti sur le kickboxing, par exemple? Ça semble plus proche du kickboxing, ne serait-ce que par l'utilisation déjà physique du corps. On utilise tous les membres au kick et pas en boxe anglaise. Il n'y a qu'à la boxe française et à la savate qu'on envoie les pieds. Donc oui, c'est plus proche d'un combat de kickboxing. Éventuellement de boxe taille, mais donc là c'est plus dans la partie franco-française. Ça aurait été plus logique d'aller vers un sport qui lui ressemble. Et justement, je pense qu'ils les ont raccrochés à la boxe parce que je pense que c'est la fédération peut-être la mieux structurée de ce genre de sport de combat. Et c'est pour ça que justement ils ont quand même un petit doute sur On n'en a pas trop parlé autour de cette table, mais pourquoi le MMA a été interdit précédemment? C'était à cause de la dangerosité de ce sport également. Est-ce que vous pensez, Stéphane, que ce sport est trop dangereux? Il est très violent, oui. Après, c'est un sport comme un autre, donc voilà. Pas plus violent que la boxe, selon vous? oui, pas pareil. Moi, je pense qu'il est plus violent que la boxe. Après, voilà. Mais c'est le côté tout est permis. On peut tout envoyer. Il y a quand même quelques règles, quand même. C'est quand même pour avoir vu quelques combats comme ça, pas entiers, mais quelques bribes, c'est du costaud. Yann Lamotte m'a dit pendant cette interview-là que le rugby était aussi violent que le MMA. Est-ce que vous confirmez, les deux rugbyman? Le rugby est aussi violent. Le rugby, c'est physique. C'est physique. Pour moi, le rugby est physique, mais pas violent. Le rugby, il n'y a pas de coup. Il n'y a pas de coup. Il n'y a pas de bagarre. Il n'y a pas de bagarre. Là, c'est quand même la bagarre. Le MMA, c'est la bagarre. Et puis c'est vraiment peut-être sur les chocs. Les chocs et les collisions, contacts. Et encore. Mais déjà c'est à 15 contre 15 aussi au rugby. Là, c'est 1 contre 1 où quasiment tout est permis. Il me semble plus de règles au rugby qu'il n'y en a au MMA. Et puis au rugby, la ligne de touche, on peut sortir. Là, la cage, on ne peut pas sortir. Dernière question, est-ce qu'il faut une version classique du MMA ou est-ce qu'il faut une version édulcorée pour la France? Là, pour le coup, ça n'existe pas. Ça. C'est soit on fait pas, mais par contre, pour moi, hyper cadré, arbitré, mais vraiment de façon précise. Je pense que c'est ça. Un peu finalement comme au rugby, la façon de voir, d'observer, de tout de suite dire quand il y a quelque chose. Mais non, je pense qu'on ne peut pas faire du MMA édulcoré, c'est pas du MMA. Non, on n'est pas là pour faire de la boxe classique. Pour moi, de toute façon, c'est pas du tout l'objectif. Moi, je le dis, c'est pas du tout l'objectif. Mais pour moi, c'est on fait ou on fait pas. Je rejoins Hélène. Pas de demi-mesure. Pas de demi-mesure. On le fait et c'est comme ça que ça intéressera les gens et que ça fera venir du monde. Si on commence à faire des règles à nous, on va se tirer une balle dans le pied. Là. On va automatiquement enlever des possibilités pour la télévision, des règles. Peut-être imposer des règles. Il y en a maintenant du MMA à la télévision, il y en a quand même. Il y en a beaucoup maintenant. Il y en a beaucoup. En France. Mais en même temps, pourquoi il y aurait des règles différentes? Non, c'est pas tourné en France. C'est pas tourné en France, mais c'est accessible en France. Il y a des chaînes de MMA. On va terminer, comme d'habitude, c'est déjà la fin de cette émission, on va terminer comme d'habitude par une citation aujourd'hui en hommage au basketteur Kobe Bryant, star des Lakers, mort avec sa fille dans un accident d'hélicoptère. Je vous propose une de ces citations: les héros vont et viennent, mais les légendes sont éternelles. Une petite réaction sur Kobe Bryant autour de cette table? Tragique. Tragique pour vous, Pierre Chevalier? Ouais, tragique. C'est jusqu'au bout dans la légende. C'est-à-dire même dans sa disparition, c'est une disparition tragique, évidemment beaucoup trop tôt, 41 ans, avec sa fille. Il laisse une famille derrière et il laisse énormément d'orphelins à Los Angeles. Qu'est-ce qu'il représentait pour vous, Jean? Une icône, au même titre que Michael Jordan, dans le même sport. C'était un monsieur du monde du basket qui s'en va. Voilà. Un dieu du basket. Un dieu du basket qui nous quitte. Moi, j'étais pas trop Kobe Bryant. Moi, je suis plus Lakers, Magic Johnson et tout ça. Je suivais pas trop la carrière de Kobe,
Mais on en parlait beaucoup, on voyait les images, et je comprends que ça a été une onde de choc. Par contre, son décès, je trouve ça bête. Partir comme ça, je trouve ça bête. Hélène, pour vous, qu'est-ce qu'il représentait Kobe Bryant? Pas mieux. Pas mieux. Non, mais c'est vrai, de toute façon, les grands noms de clubs, de sport et qui représentent vraiment à la fois une génération, un sport. Les disparitions, voilà, ça laisse forcément, ça devient des légendes évidemment. Après, voilà, comme tu disais, c'est bête. Même on partir choisit comme pas. ça, c'est pour éviter des embouteillages. Bon, Ça risque pas de nous arriver. Voilà, ouais. Alors je rappelle la citation, les héros vont et viennent, mais les légendes sont éternelles. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV 78.